Avec ce documentaire réalisé par Guillaume Estivi, on en sait déjà beaucoup plus sur le fonctionnement des consultations d'éthique clinique mises en place dans un certain nombre de centres hospitaliers français, comme ici à Saint-Nazaire, qui présente par ailleurs la particularité, vous venez de le voir, d'être dirigé par un philosophe, Guillaume Durand, qui nous fait maintenant le plaisir, tout simplement, d'être avec nous sur ce plateau de Débat Doc. C'est la magie de la télévision. On vient de vous voir dans ce film. Vous êtes maintenant avec nous. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Nantes, spécialisé dans la bioéthique et la philosophie de la médecine. Et cas unique en France, vous venez de le voir. Vous dirigez donc la consultation d'éthique clinique mise en place au centre hospitalier de Saint-Nazaire. On vous doit par ailleurs ce livre, en lien direct d'ailleurs avec notre sujet, intitulé « Un philosophe à l'hôpital ». Il est publié chez Flammarion. Nicolas Fourreur est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes médecin dermato-vénérologue et vous êtes le directeur du centre d'éthique clinique de l'AP-HP au sein de l'hôpital Cochin à Paris. C'est un établissement précurseur en la matière. On va y revenir dans un instant. Et vous êtes l'auteur, quant à vous, avec votre consoeur Véronique Fournier, qui est une précurseuse, elle aussi, dans ce domaine, de ce livre intitulé « Éthique clinique en 10 cas et 10 repères méthodologiques ». Il est disponible aux éditions Dumont. Puis enfin avec nous Agnès Buzyn. Bonjour. Bienvenue à vous, Agnès Buzyn. Merci d'être là. Vous êtes professeur de médecine, ancienne ministre de la Santé. Sous les gouvernements d'Édouard Philippe, vous présidez aujourd'hui le think tank Évidence, qui traite justement des questions de science et de santé. Et votre dernier livre a pour titre « Demain, notre santé ». Il est disponible chez Plomb. Après ce documentaire où on vous a vu à l'œuvre, d'une certaine manière, vous êtes un cas unique en France. Un cas unique, en tout cas philosophe, à coordonner une consultation d'éthique clinique. Ouais. Il existe d'autres philosophes qui font de l'éthique clinique, évidemment, notamment au Centre Cochin, qui y participent. Ouais. Mais en tout cas, la coordination, la direction, en effet, oui. C'est ce qui m'a d'ailleurs interrogé d'emblée en voyant ce film. C'est peut-être tout l'intérêt de ces consultations, c'est d'avoir quelqu'un qui la dirige et qui ne soit pas du milieu médical. Que c'est un plus dans la fonction que vous exercez à Saint-Nazaire au sein de cette consultation éthique. Alors ça peut être un plus, je suis mal placé pour en parler, il y a un biais d'accord de ma part, mais ça peut être un plus si et seulement si on est entouré, le philosophe, la philosophe est entouré d'un collège de soignants et de soignantes. Hein. Il faut pas oublier ça. Ce qui est premier, c'est toujours également aussi l'expertise médicale et paramédicale. Et ce regard du non-soignant, effectivement, et des non-soignantes, des non-soignants, parce qu'il y a des éducateurs, il y a un juriste, 2 juristes dans notre consultation, apporte quelque chose. Il y a ce décalage, ce pas de côté. Hein, et aussi parce que l'éthique clinique, c'est des questions de société. Hein. On parle de fin de vie, on parle de contraception définitive, on parle de sujets qui ne concernent pas uniquement les médecins, les soignants, mais tout citoyen et toute citoyenne. Et c'est, je crois, l'idée de base, enfin de première de l'éthique clinique. Alors, il y a 4 grands principes de l'éthique clinique, pour dire les choses simplement, parce que l'éthique clinique, peut-être que ça ne parle pas à tous ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui. Les voici. La bienfaisance, tout d'abord, autrement dit, améliorer la santé du patient. La non-malfaisance, ne pas nuire au patient, évidemment. La justice. J'ai gardé l'égalité devant les soins et puis le respect de l'autonomie du patient. Ces 4 principes nous viennent des États-Unis en réalité, c'est bien ça ? Oui, ils ont été élaborés. Alors, ils ont une tradition, une vieille histoire. Par exemple, la bienfaisance et la non-malfaisance, ce sont des principes d'éthique médicale traditionnels qu'on trouve dans des textes anciens, notamment dans le corpus hippocratique. La justice et l'autonomie sont des principes plus récents qui sont liés à notre société, à nos modèles, à nos démocraties. Toutes les consultations n'utilisent pas nécessairement cette méthodologie principiste. Mais c'est vrai que c'est un modèle donc élaboré par Tom Beauchamp et James Childress, 2 philosophes américains. La première édition de leur livre, c'est 1979. La dernière, ça doit être 2019-2020. Elle a le modèle, on va dire, le plus présent, je crois, à un niveau national, mais aussi international. On utilise très souvent ces 4 principes. Ils sont efficients, pédagogiques, on arrive à bien les comprendre et permettent effectivement d'apporter un éclairage qui soit, je crois, le plus complet, le plus total. Voilà. On est là à la fin des années 70, début des années 80, à Cochin, AP-HP. Premier conseil d'éthique clinique voit le jour en
2002, je crois. Fin 2002, première consultation d'éthique clinique. On est déjà 20 ans après. On avait pris un peu de retard peut-être en la matière. On a mis du temps peut-être à traverser l'Atlantique avec... Oui, comme souvent. Et de toute façon, les États-Unis sont beaucoup plus avancés, justement, même dans la façon de partager les méthodes qu'on utilise potentiellement dans les consultations d'éthique clinique, ce qui n'est pas du tout le cas en France, puisqu'il y en a beaucoup moins. Et ce n'est pas vraiment l'esprit, finalement, retenu principal qui nous permet de réfléchir éthique dans le milieu médical. Mais il a été facile à mettre en place cette première consultation d'éthique clinique à Cochin. Je ne vais pas parler à la place de Véronique Fournier, donc, qui était cardiologue et médecin de santé publique, tout à l'heure, mais qui, effectivement, après avoir travaillé à l'élaboration de la loi sur les droits des patients, dans le prolongement de cette loi, l'idée, c'était de se dire comment les uns et les autres vont travailler avec cette loi, que ce soit les soignants et les médecins, mais aussi les patients et les proches. Et donc, l'esprit de l'éthique clinique, comme elle a été montée initialement à l'hôpital Cochin et au sein de la PHP, c'était vraiment cette idée de entendre le patient et la voix du patient pour lui donner toute sa valeur éthique et de faire qu'elle soit au même niveau que celle des soignants. Et donc, on parlait tout à l'heure des principes de justice, d'autonomie. L'idée, c'est en permanence en éthique clinique de faire ce va-et-vient entre qu'est-ce qu'on doit à un individu parce que c'est cet individu, mais qu'est-ce qu'on doit aussi au collectif et quel est le poids du collectif par rapport aux décisions prises chez cet individu. Et donc, c'est vraiment la base un peu initiale de la façon dont Véronique a monté le centre d'éthique clinique. Alors, vous faisiez partie de cette consultation, puis ensuite, vous avez été amené à la diriger. C'est bien ça que... la manière dont les choses se sont passées. Hein. Oui, vous l'avez vécu de l'intérieur dans un premier temps, et ensuite, vous avez eu à le diriger. J'étais chef de clinique dans un service de dermatologie en gériatrie. Et c'est là que j'ai croisé Véronique et que j'ai été piqué à l'éthique clinique et que j'ai jamais pu en sortir. Et l'idée, c'est effectivement, quand j'ai repris le centre, c'est une époque où l'éthique clinique commence à s'institutionnaliser. Et donc l'idée, c'est de se dire... Et là, nous sommes en 2020, hein, début des années 2020. Voilà. Hein, on n'est pas si loin que ça. Hein. C'est pas si loin. Et du coup, c'est pas si simple, en fait, d'institutionnaliser quelque chose qui se veut comme ça un exercice de liberté. Parce que l'idée, c'est vraiment de s'intéresser à l'individu. Et on n'est pas toujours dans des systèmes institutionnels ou politiques qui permettent justement cette liberté. Donc, finalement, ça reste encore assez nouveau et parfois un peu transgressif. C'est pas si simple d'institutionnaliser ces structures dans les hôpitaux français aujourd'hui. C'est aussi ce que vous observez ? Oui, c'est assez emblématique de ce que sait faire la France. On est assez bon sur la théorie. C'est-à-dire que quand vous regardez notre pays par rapport aux autres, on a un corpus législatif, donc un nombre de lois qui encadrent l'éthique, la bioéthique, les droits des patients, la recherche médicale. Et c'est issu des procès de Nuremberg sur les médecins nazis. Donc tout ça, c'est une longue histoire de l'éthique en médecine qui fait que nous avons en France pas mal de lois qui ont permis à nos parlementaires de réfléchir à l'encadrement. Mais là où nous ne sommes pas très bons, c'est la mise en pratique, la mise en œuvre sur le terrain de ces consultations. Effectivement. Donc je dirais qu'on est très bon sur la théorie, on réfléchit beaucoup collectivement et encore maintenant démarrent les états généraux de la bioéthique pour la révision de la prochaine loi, mais sur la pratique clinique de l'éthique, oui. Aller trouver des personnes qui vont être en capacité d'organiser dans un service une réflexion autour du cas du malade, ça n'est pas encore quelque chose de fréquent et institutionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des réunions d'équipe autour des cas compliqués. Mais c'est là où je rejoins M. Durand, c'est que dans l'éthique, il ne faut pas qu'un regard médical. Il faut le regard des patients, il faut le regard de philosophes, il faut des regards extérieurs, parce que l'éthique n'est pas qu'une question de médecin, c'est une question bien plus complexe et qui nécessite impérativement d'avoir autour de la table des regards croisés et différents. C'est peut-être une explication à cette difficulté à institutionnaliser ce type de structure. J'ai lu quelque part que, au début, le personnel hospitalier n'était pas... forcément très enthousiaste parce qu'en fait, ça mettait un tiers justement des personnes extérieures entre les patients. Absolument.
et le personnel hospitalier. C'est la réalité, ça, c'est très concret, ça. C'est la réalité, c'est que l'hôpital est un monde à part, hein, c'est un monde parallèle à la vie réelle, et qu'on a une forme d'entre-soi qui est liée aussi aux tensions, à la charge de travail. Ouvrir les portes de l'hôpital à d'autres, ça veut dire dédier du temps. Et aujourd'hui, les équipes soignantes, elles sont sous pression, et on le sait. Donc, je ne mets pas trop vraiment l'accent sur une non-volonté d'ouvrir, mais une difficulté à organiser en pratique ces consultations qui nécessitent du temps, on le voit, beaucoup de temps de parole. C'est un monde parallèle, dites-vous, le milieu hospitalier, c'est un petit peu ce qu'on ressent parfois lorsqu'on est patient, proche de patients, cette difficulté à justement entamer un dialogue, parce que les patients, les proches ne connaissent rien à ce monde. Et le milieu médical utilise souvent des termes qu'il faut expliciter aux patients, aux proches, pour le moins, parce qu'ils sont souvent incompréhensibles. Et vous dites, toute cette démarche, elle doit aller vers le patient. C'est ça la vraie difficulté à laquelle vous êtes confronté à Saint-Nazaire, par exemple, et ce qu'on a vu dans ce film? Oui. Alors, à Saint-Nazaire, on a une chance incroyable parce que la consultation d'éthique clinique est vraiment soutenue depuis ses débuts par la direction et par les équipes. Et donc, on a toute notre place et je pense que c'est un cas, c'est pas unique, mais on a réussi à vraiment, vous voyez, c'est vraiment une superbe équipe et voilà, je tiens à le dire, et c'est vraiment très, très honnête et très sincère. Ce qui laisserait sous-entendre quand même que c'est pas partout dans tous les mêmes hôpitaux non, et français. ça laisse entendre aussi que, en fait, les équipes sont déjà ouvertes au questionnement, à l'esprit critique, vous voyez, au recul, à la communication, voilà. Et donc nous, on vient à la consultation d'éthique clinique uniquement intervenir, proposer notre aide, ce n'est qu'une aide à la décision, sur les situations les plus complexes. Voilà, sur les plus complexes. Et alors ça, on le voit très bien dans le film. Hein. Oui. Moi, j'aimerais bien que vous nous disiez ce qui a été la suite concernant un certain nombre de cas évoqués au sein de ces consultations dans ce documentaire. Vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que vous venez de le dire, hein, c'est juste un avis consultatif que vous allez rendre, vous, à l'issue de ces réunions, de ces échanges. Pour illustrer très concrètement la suite de ce documentaire. D'accord. Quelle suite a été donnée à certains cas complexes auxquels vous avez été confrontés? Vous savez, je suis également tenu par le secret médical, par le respect du secret médical, donc je ne pourrais pas vous dire ce qui est arrivé, par exemple, pour la première patiente qui demande une hystérectomie. Oui. Quelle a été la décision du gynécologue obstétricien qui nous avait saisis? Ça vous n'allez pas pouvoir nous en parler. Non, je ne peux pas vous Alors dire. Alors de quoi pouvez-vous nous parler par rapport aux autres cas que nous avons vus dans ce film? Non, ce que je peux vous dire, peut-être, c'est que on rend un avis, un éclairage éthique qui est pluriel. On n'est pas tous d'accord. Et vraiment, moi, dans ma synthèse à la fois écrite et orale pour le médecin, l'équipe qui nous a saisis, et pour le patient, la patiente, à la fois écrit et oral, si vous voulez, on rend un éclairage pluriel avec plusieurs opinions qui sont défendues à l'aide des 4 principes, vous l'avez compris. Et ensuite, le médecin en charge du patient et le patient, la patiente, prennent leur décision. Voilà, cette décision leur appartient. On va revenir un peu plus tard. Donc ils prennent cette décision après avoir pris connaissance de ce qui a été votre avis. Exactement. Et c'est à eux ensuite que la décision leur revient. Oui, on intervient à un moment donné dans le colloque singulier, ce pas de côté, et ensuite les choses se passeront entre eux dans le processus, on va dire, classique de la relation soignant-soigné. Voilà, et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai revu il y a quelque temps une des patientes et qui a vu le film d'ailleurs et qui est assez heureuse de l'image que donne le film de ce qui se passe. Vous n'officiez pas à Saint-Nazaire. En revanche, pour rendre les choses assez concrètes, quels ont été les cas complexes qui ont mérité justement un débat assez riche dans ces consultations qui vous reviennent immédiatement à l'esprit? Il y a un ou deux cas vraiment qui vous ont marqué dans votre carrière et ce passage depuis quelques années là, à la direction de cette consultation du côté de Cochin. Il y a des situations plus marquantes que d'autres, mais... pareil, c'est un peu difficile de les exposer comme ça publiquement parce qu'elles sont justement très, très spécifiques. Et ce qu'il faut bien savoir, en fait, est ce que le documentaire ne montre pas forcément. Non, mais c'est justement tout l'intérêt, si vous voulez parler de ces cas. Oui, mais justement, aussi, c'est que, en fait, et tout l'intérêt de ce film. Pour rebondir sur ce que disait Guillaume, c'est que c'est un continuum. C'est-à-dire vous rencontrez les gens. C'est une pratique très incarnée. Et donc, ce n'est pas qu'une discussion à un moment donné avec pluridisciplinaire en staff. C'est pas qu'un échange avec un médecin.
c'est que tous ces entretiens font qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se débloque dans une situation qui est bloquée à cause d'un conflit de valeurs. Et donc, c'est vrai que en éthique clinique, ce n'est pas tellement la décision finale qui nous importe, parce qu'il n'y a jamais de bonne décision, mais c'est plutôt le cheminement. Et moi, pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, je pense qu'en 20 ans, les hôpitaux sont beaucoup plus infiltrés de la réflexion éthique qu'à l'époque. Est-ce que c'est vraiment du cas par cas, ou est-ce qu'au fur et à mesure du temps se construit, alors je ne sais pas si je peux utiliser cette expression, une forme de jurisprudence en fonction d'un certain nombre de cas? Chez nous, surtout pas. Donc l'éthique clinique, ça s'intéresse au cas particulier. Et c'est ça justement l'enjeu, c'est qu'il ne faudrait pas que les équipes et les hôpitaux considèrent qu'ils font le travail éthique parce qu'ils ont compris les cas de principe. Les cas de principe, ce n'est pas des cases à remplir. Les cas de principe, ils se nourrissent de la rencontre entre les individus et de la façon dont on pense le cas en particulier. Et donc chez nous, on a beau être saisis pour les mêmes choses, pour des demandes d'aide à mourir, pour des limitations en arrêt de traitement, pour des pauses d'alimentation artificielle chez des personnes plus ou moins incompétentes. C'est toujours la même histoire médicale, ce n'est jamais le même cas qui est discuté en éthique. Je vous vois acquiescer, vous voulez rajouter quelque chose? Je vous donne la parole. Oui, par exemple en psychiatrie, oui. Et moi venant de la philosophie, vous voyez, j'étais un peu binaire, c'est-à-dire l'être humain, est-ce qu'il est autonome, est-ce qu'il est libre ou est-ce qu'il n'est pas libre? En psychiatrie, face à un patient, on va dire, qui est schizophrène et qui refuse tout traitement pour un cancer qu'on vient de détecter et sur lequel il y a un très bon pronostic si traitement il y a, et qui refuse ce traitement. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, d'assez, on pourrait dire, récurrent, enfin en tout cas, pour lesquels on est saisi. Chaque cas est singulier. Ce qu'on apprend en éthique clinique, c'est que vraiment, le patient ne peut pas être réduit à sa maladie. Et vous voyez, contre les préjugés qu'on pourrait avoir, et moi, le premier philosophe qui travaillait de manière trop abstraite et générale, de la schizophrénie, on ne peut rien prédire quant à la capacité décisionnelle d'un patient, d'une patiente, à décider de refuser ou d'accepter un traitement. Vous voyez, par exemple, sur cet exemple précis. Et donc, notre travail, c'est vraiment d'aller sur le terrain pour entendre la voix du patient, la voix des soignants, dans un cas qui reste toujours singulier. Ouais. Et on le voit d'ailleurs, parce que vous allez les voir, hein, ces patients, vous essayez de comprendre les traumas qui auraient pu expliquer telle ou telle attitude. C'est une enquête. Voilà. Une enquête et... Agnès Buzyn. Oui, je pense qu'il faut insister sur le caractère absolument individuel des cas qui sont discutés et qu'il n'y a pas de jurisprudence. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand j'étais hématologue à Necker, je faisais des greffes de moelle qui rendaient les gens malheureusement stériles à cause du traitement. Et je soignais des adolescents. Et une fois, je reçois une adolescente avant sa greffe et je lui explique qu'après la greffe, elle sera stérile. Et la mère m'appelle après en disant « Comment avez-vous pu dire une chose pareille à ma fille ? Déjà, elle risque de mourir et en plus, vous lui annoncez sa stérilité, c'est atroce, etc. » Et donc, traumatisée par cette expérience, je reçois une autre adolescente quelques semaines plus tard et je prends peur et je ne lui dis pas qu'elle va devenir stérile et je me dis si elle survit à cette greffe, je lui dirai après. Et donc elle survit et 3 mois après la greffe, elle va bien et je lui dis malheureusement le traitement vous a rendu stérile, etc. Et la mère me hurle dessus en disant mais comment se fait-il que vous ne l'ayez pas dit avant? Vous voyez bien à quel point à chaque fois la décision doit être prise en prenant en compte ce qu'attend la personne, quel est son risque de mortalité ultérieure. Et donc, il n'y a pas de jurisprudence. Et c'est cela qui fait le colloque singulier avec le patient tellement extraordinaire. C'est qu'il doit prendre en compte ce que nous connaissons de la médecine, les recommandations, mais ce que le patient est capable de supporter, d'entendre. Et cet éclairage éthique va permettre d'enrichir en fait ce colloque singulier. Nous sommes en passe d'adopter un texte de loi donnant le droit à une aide à mourir. Alors vous avez évoqué un peu ce sujet. Hein. Ça, c'est un sujet typiquement problématique. Et est-ce que ce texte de loi a un tant soit pu être débattu dans ce type de consultation, avec des interrogations du côté du personnel soignant et des demandes peut-être évidemment du côté des patients et des proches de ces patients qui sont dans ces cas de figure?
même si la loi sur l'aide active à mourir, pour l'instant, n'existe pas, en France... On n'en est pas loin, hein, il reste plus qu'un vote, et très sincèrement, je crois que les choses ont l'air bouclées là. Mais... Très bien. Oui. On y est confronté à ces questions parce qu'il arrive que des patients ou des patientes demandent une euthanasie, alors que celle-ci n'est pas légale. Il arrive également que, même avant cela, il demande une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Et vous savez qu'en France, là aussi, l'administration de cette sédation profonde et continue se fait dans un cadre légal et médical très strict. Donc on est confronté, et on sera confronté, si la loi passe, à des demandes d'aide active à mourir. Je crois que les consultations d'éthique clinique... Vous l'êtes déjà ? On est déjà confronté, mais pourront aussi accompagner déjà un peu sous les radars, on peut dire les choses comme ça. Cette loi n'existe pas. Il y a peut-être une zone grise à un moment. La loi Claes-Leonetti a quand même fait avancer les choses sur ce sujet. Oui. Mais on n'allait pas jusqu'à donner ce droit de l'aide à mourir avec cette loi Claes-Leonetti. Et là, on pourra accompagner, en tout cas les consultations d'éthique clinique pourront accompagner, mais je crois là encore de manière non systématique. Car si le recours à une aide active à mourir est autorisé en France, il ne s'agira pas non plus de stigmatiser. Vous voyez, en rendant par exemple obligatoire, imaginons, le recours à un comité d'éthique clinique. Il ne faut surtout pas faire ça. Là encore, il faut respecter le colloque singulier, la relation entre le médecin, la médecin et son patient. Et dans les situations les plus complexes, on pourra en effet, si le patient, la famille, le médecin en charge du patient souhaite nous solliciter, on pourra être là pour les aider. J'ai sous les yeux le fameux serment d'Hippocrate. C'est vrai que tous les médecins, le personnel hospitalier doit prêter serment. Ce fameux serment d'Hippocrate, avec cette phrase incluse dans ce serment, « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément ». Donc on comprend le dilemme du personnel hospitalier, des médecins, des infirmières, face à ce problème précis de la fin de vie. Vous avez, j'imagine, souvent, vous aussi, à traiter ce genre de sujet dans ces consultations. Oui, mais justement, ce qui est un peu étonnant, c'est que les débats qu'on entend à propos de cette future loi sur l'aide à mourir, elle est pas du tout incarnée, justement. Elle ne parle pas des cas concrets face auxquels les médecins doivent réfléchir ou les équipes médicales. Et en fait, ça fait bien longtemps que l'éthique clinique, mais l'éthique médicale en entier, réfléchit à ce passage entre, d'une part, des soins curatifs et des soins palliatifs, mais même quand on est dans le cadre des soins palliatifs, à quel point, finalement, le fait d'arrêter des traitements, par exemple, est euthanasique. Ce n'est pas l'euthanasie et l'aide à mourir. En fait, en médecine, ça ne se limite pas à un geste, un suicide assisté ou un geste d'euthanasie. La réflexion autour de en quoi je vais être euthanasique, en quoi je vais avoir ce sentiment d'abandonner le patient, de ne pas faire suffisamment, et du coup de participer au fait qu'il va mourir, c'est très vieux. Et, même dans les différentes lois sur l'accompagnement à mourir, il y a le double effet des médicaments. On va soulager la souffrance, mais ça risque d'accélérer le décès. Donc toutes ces choses-là, en fait, sont très anciennes. Et en fait, chaque nouvelle loi, finalement, effectivement, recule ou fait varier un peu les limites qu'on se donne vis-à-vis d'une pratique euthanasique. Mais en fait, ça ne change rien en termes d'éthique clinique. Les gens y réfléchissent toujours autant. Mise en place, un début d'institutionnalisation, on l'a dit en 2002, 24 ans après. Est-ce qu'on peut tirer un bilan de la mise en place? D'abord, j'ai eu du mal à trouver le chiffre du nombre de consultations éthiques cliniques en France. Je ne trouve pas ce chiffre. Vous l'avez? Moi non plus, et je ne crois pas qu'il existe... Donc il n'y a pas de suivi Non, c'est pas qu'il n'y a pas de suivi, c'est que ça a mis tellement de temps pour se mettre en œuvre que peut-être que le suivi de la loi a été un peu retardé. Je pense qu'avec les nouvelles lois de bioéthique, c'est quelque chose qui pourrait être débattu. C'est-à-dire qu'on pourrait remettre sur l'établi le fait d'institutionnaliser cette consultation. C'est un moment de grand débat national sur justement les limites de la médecine, en quoi la technologie intervient dans les choix que nous avons à faire. Et donc tout ça pourrait être institutionnalisé à l'occasion d'une loi. Je pense que ça permettrait aux équipes de se sentir plus libre et mieux accompagné pour avoir recours à ces consultations. Je voudrais revenir sur la loi sur la fin de vie. Je rappelle quand même que le corps médical, dans sa
assez grande majorité est très prudent sur cette loi. Effectivement, parce qu'en fait, la notion de fin de vie et d'accompagner des gens vers la mort, en réalité, c'est quelque chose que nous faisons déjà régulièrement dans nos hôpitaux. Quand on met en place la sédation... Vous faites sans le dire, c'est ça? Non, c'est pas sans le dire. Quand on fait une sédation profonde et prolongée, il est clair pour tout le monde que ça va se terminer par la mort. C'est simplement que ça va probablement être plus lent, plus naturel qu'une euthanasie où on attend que les gens meurent dans l'heure ou dans les 2 heures. Mais en réalité, c'est déjà un accompagnement vers la fin de vie. Arrêter les traitements, passer des patients de soins curatifs à des soins palliatifs, c'est déjà acté que nous les accompagnons vers la mort. Et donc, tout ça nous paraît un peu théorique, effectivement, et montre que cette dissociation entre ce que fait le corps médical déjà dans sa pratique permanente, clinique, auprès des patients en fin de vie, et la façon dont la société perçoit cette fin de vie et qui est probablement mal comprise en réalité. Mal comprise. Et on approche de la fin. Oui. Quelle que soit, vous voyez, mon opinion personnelle sur l'aide active à mourir, je voudrais simplement souligner la complexité sur le terrain d'une demande d'aide active à mourir. Et je vais juste vous parler de ce patient qui demandait une aide active à mourir le lundi. Le jeudi ou le vendredi, vous voyez, suite à la venue de la famille, etc., ne la demande plus. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est comment est-ce qu'on va... Ce n'est pas un plaidoyer en faveur ou contre, d'accord ? Je n'en déduis pas quoi que ce soit concernant cette loi. Mais vous voyez, la complexité pour une équipe médicale, pour un médecin en charge de son patient, de savoir quand est-ce que la demande qui est faite est véritablement libre et éclairée. C'est une question vertigineuse. C'est également une question philosophique. Et c'est vraiment difficile, voilà. Bon, ça sera le mot de la fin. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur la nécessité de mélanger des disciplines et que des non-soignants disciplinaires, règles de base, si j'ai bien compris. Et que des non-soignants participent à la réflexion. Ces consultations. Mais du coup, dans éthique clinique, il y a clinique aussi. Et donc, c'est justement ça qui fait qu'à certains moments donnés, la réflexion éthique, elle ne peut se faire que dans le cas particulier, à partir de cette réalité. Pour donner un autre exemple, des patients qui sont en état végétatif chronique ou en état post-relationnel, si vous décidez justement d'arrêter l'alimentation artificielle pour les accompagner à mourir, parfois, en fait, leur cerveau fait que les molécules qu'on utilise habituelles pour la sédation ne fonctionnent pas bien. Et ça dure très longtemps. Et donc là, vous vous dites, du coup, est-ce qu'il faut aller sur un geste euthanasique ? Et que la loi vous en empêche aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est tout ça qui fait que sur le terrain, c'est ces questions-là qu'on se pose. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à cette émission consacrée avec ce documentaire, Le dilemme d'Hippocrate, et notre échange à l'éthique clinique, sujet sans doute assez méconnu du grand public, et en espérant que cette émission a permis d'éclairer un peu plus nos téléspectateurs sur ces structures qui existent dans un certain nombre de nos hôpitaux, même si aujourd'hui on n'arrive pas à définir exactement le nombre d'hôpitaux qui pratiquent ce genre d'échange en leur sein. Merci aussi à Félicité Gavaldar qui m'a, comme à l'accoutumée, aidé à préparer cette émission. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc. Nos invités pourront d'ailleurs réagir à ce que seront vos réactions. Puis moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain DébatDoc. Ça sera la même place, la même heure, mais toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.